Bonjour, bienvenue dans Retour Gagnant, votre émission 100% tennis, votre rendez-vous du mardi sur Max, sur la chaîne YouTube d'Eurosport. Vous êtes au bon endroit, merci de nous suivre, toujours plus nombreux. On est content dans Retour Gagnant et on est gâté avec ce sport français décidément magique. C'est Paris qui est magique. On va revenir évidemment sur la belle histoire de Loïs Boisson, porte d'Auteuil dans ce Roland-Garros, qualifié pour les quarts de finale de ce Roland-Garros 2025 et en bonne compagnie avec Nico Mahut. Et on va rejoindre Georges Goven dans quelques instants. Salut Anne. Salut Nico, c'est vrai qu'on est gâté quand même. On est gâté, on a un Roland-Garros de rêve et Paris est à la fête. Paris est à la fête. On va revenir sur la belle histoire de Loïs Boisson. Vous l'avez forcément vu hier remporter son match face à Jessica Pegula. Elle a éliminé la numéro 3 mondiale tout simplement, Loïs Boisson, qu'on va vous présenter en 5 chiffres. C'est sa première participation en Grand Chelem, la Française de 22 ans. Et pour sa première participation, eh bien, tout simplement quart de finale, voilà. Hein. Efficacité. Deuxième joueuse wildcard en quart de Roland-Garros après une certaine Marie Pierce. Marie Pierce qui avait eu une wildcard parce qu'elle avait eu des blessures, mais qui avait déjà évidemment remporté ce Roland-Garros 2 ans plus tôt. C'est la troisième plus jeune joueuse française en quart à 22 ans, 120e mondiale au minimum. Si elle s'arrête en quart de finale, elle ferait encore mieux. C'est 241 places gagnées au classement WTA puisqu'elle était 361e au début de ce Roland-Garros, Nico. Et donc aussi, et c'est important, 440 000 euros de gains assurés. Elle multiplie par 20 ses gains en carrière jusque-là. C'est quand même phénoménal cette histoire. Ouais, c'est incroyable, d'autant plus quand on voit d'où elle revient. L'an dernier, déjà, elle était sur une phase ascendante. Elle avait gagné énormément de matchs, de tournois. Elle a remporté le tournoi de Saint-Malo et puis rupture des ligaments croisés, énorme blessure. Elle a mis longtemps avant de revenir. Et là, c'est quand même incroyable. Hein. Premier Roland, premier quart de finale. Moi, j'ai eu la chance de la découvrir face à Elsa Jacquemot. En fait, je l'avais jamais vue en vrai. Et j'avais été vraiment très impressionné par le son de la balle en coup droit et de ce qu'elle est capable de produire. J'étais pas surpris de sa victoire, très honnêtement, face à Pegula. Et je sais, en fait, j'arrive pas à voir quelles sont ses limites. Bien joué quand même, bien joué d'avoir vu cette victoire face à Jessica Pegula parce qu'elle est quand même novice à ce niveau en Grand Chelem. Elle avait affronté Elsa Jacquemot au tour précédent et donc elle avait eu la wildcard l'an dernier. Elle n'avait pas pu en bénéficier à cause de cette blessure opérée au mois de mai 2024 et elle a beaucoup donné évidemment pour revenir. Elle a même lancé une cagnotte pour financer sa rééducation. Elle n'a pas récolté beaucoup de fonds, hein, 115 euros. Ça va beaucoup mieux avec ce quart à Roland et on va essayer d'analyser un petit peu ce qui a fait sa réussite et aussi pourquoi son jeu sied si bien à la terre battue. Et pour analyser le jeu de Loïs Boisson, on va être avec quelqu'un qui la connaît bien, qui connaît bien le tennis et le tennis français en particulier. C'est Georges Goven, notre consultant sur Eurosport. Salut Georges, toi t'es pas surpris de l'avoir à ce niveau-là, Loïs Boisson? Bonjour Anne d'abord. Et écoutez, il y a 3 ans, j'avais dit au président Moreton, il faut donner une wildcard en qualif à une jeune joueuse qui, à mon avis, a un énorme potentiel, qui s'appelle Loïs Boisson. On m'avait écouté, on lui avait donné une wildcard, elle avait perdu au premier tour, mais c'est pas grave parce que pour ceux comme moi qui ont vu jouer Loïs il y a quelques années, le potentiel de Loïs comme Nico, il est énorme. Pourquoi il est énorme? Parce que dans le tennis féminin, il y a peu de joueuses qui sont capables, pratiquement sur 1 ou 2 coups de raquette, de mettre l'adversaire très loin de la balle. Il y a Sabalenka, il y a Swiatek de temps en temps, il y a Coco Gauff et il y a Loïs Boisson sur terre battue parce que quand elle prend le jeu avec son coup droit, elle a une frappe de balle qui est assez exceptionnelle, elle a une gicle, elle a une capacité à trouver des zones à la fois sûres mais très performantes. Elle sert aussi, il faut le dire, très bien. On a vu sur certains matchs, notamment son premier set contre Kalininka, où elle passe 17 premières balles de suite. Elle fait 17 points avec son deuxième coup, le fameux service +1 dont on parle souvent. Elle a donc cette capacité qu'ont peu de joueuses de faire la différence, notamment avec son coup droit. Et comme l'a dit Nico, et comme moi je l'ai dit, quand elle joue une Pegula qui est 3e ou 4e mondiale, qui joue très très bien au tennis, mais qui n'a pas de coups qui font vraiment mal, eh ben elle est capable de faire très mal à toutes les joueuses. Et je pense que ça va être demain la même chose contre Andreeva, qui joue aussi très bien. Mais Loïs a la capacité, encore une fois,
de la mettre loin de la balle et de sortir les joueuses avec ce coup droit qui est vraiment exceptionnel. Rajoutez à ça un revers qu'actuellement elle maîtrise très très bien avec son slice, et pour l'instant ça suffit parce que c'est une joueuse qui, quand elle veut jouer avec son revers à deux mains, est assez irrégulière. Elle frappe aussi très fort en revers à deux mains, elle a une régularité. Alors que là, quand elle tient la balle avec son revers slicé, quelque part, elle annihile l'adversaire et elle n'a qu'à attendre et être un peu plus patiente qu'elle a pu l'être par le passé. Je crois que c'est tout ça qui est en train de se mettre en place. Ajoutez à ça un physique exceptionnel. C'est une joueuse qui est endurante, qui est explosive, qui a de la puissance, 195, 200 en première balle quand elle veut. Ça se retrouve dans cette énorme puissance qu'elle a en coup droit. Et vous avez, je rejoins complètement Nico, vous avez une joueuse qui, pour moi, elle est nos limites. Alors 200 au service, c'est TTC, hein, parce que moi le radar, je l'ai vu un petit peu moins, mais je suis d'accord, hein, c'est une joueuse qui sert vraiment très très bien. J'ajouterais à ce qu'a dit Georges, à son analyse que je trouve absolument parfaite, comme d'habitude, qu'elle a cette capacité à ouvrir aussi le terrain, que d'autres joueuses n'ont pas, et face à Pegula, qui est extrêmement forte, en cadence, en hauteur de hanche, elle est capable, avec son coup droit, de changer les variations. Donc son revers chopé, elle garde la balle basse, et avec son coup droit, elle joue très haute. Et c'est ça qui est difficile pour les adversaires pour l'instant. Et il a très bien dit aussi, Georges, son physique, hein, les qualités athlétiques qu'a Loïs. C'est pour ça que si elle arrive à garder la tête froide, je pense qu'elle peut aller encore très très loin. Bertrand, qu'on accueille. Il y a 2 ans, elle a passé une semaine avec Eric Winogradsky et le groupe de filles qu'on entraînait à Roland-Garros. Et elle fait un entraînement où elle fait des sets, pour ne pas la nommer, Fiona Ferro. Et au bout de quelques jeux, Fiona me dit « J'ai l'impression que j'ai un camion qui me passe dessus tellement elle frappe fort et tellement ça gicle en coup droit. Elle n'arrivait pas à la contrôler. » Et cette arme, elle est assez unique dans le tennis féminin, vous voyez. Voilà. Elle est assez unique. Et ça, et pourtant, Fiona a un grand coup droit aussi. Fiona a un grand coup droit, mais ça n'a rien à voir. La lourdeur, comme tu viens de le souligner, Nico, le volume, les changements de hauteur, de trajectoire qu'elle trouve, sortant, bombé, frappé fort, toutes ces variations. Quand elle arrive à prendre le jeu avec son coup droit, bonsoir les filles, vous allez être obligées de prendre un petit Doliprane au changement de côté tellement vous avez mal à la tête. Un jeu de terre, Bertrand, on l'a constaté en le commentant pour HBO Max, pour la Belgique. Tu l'as comparé au plus grand sur terre battue, à Sergi Bruguera notamment. Oui, bonjour à tous, bonjour Georges. Moi, ma question, c'est, en fait, voilà, elle a un jeu, on vient de faire le descriptif de son jeu, un jeu donc complètement adapté à la terre battue. On a tendance à dire en France qu'on n'a pas de joueurs et de joueuses qui jouent bien sur terre. Pourtant, c'est notre grand chelem qui est sur terre battue. Et on joue bien sur gazon, on joue bien sur dur. On a plus de mal sur terre battue. Loïs, elle est dans une filière rare, j'ai envie de dire, dans le tennis féminin. Il n'y a pas beaucoup de joueuses qui sont capables de jouer comme ça. Il y a évidemment Iga Swiatek qui a déjà gagné 4 Roland-Garros. Mais de vrais jeux sur terre battue, moi hier, je me suis régalé. J'ai eu l'impression de voir enfin une joueuse qui joue un vrai jeu de terre. Donc, est-ce que dans les années à venir, elle a 22 ans, est-ce qu'on pourrait rêver d'avoir une Française qui gagne Roland-Garros, puisqu'on on a enfin finalement quelqu'un qui semble vraiment spécialiste de la surface de notre grand chelem? Tout à fait, mais à ça, il faut ajouter, Bertrand, qu'elle est aussi capable de très bien voler. Elle a une bonne main à la volée. Elle pose quelques amortis quand la fille est décalée très loin. Donc effectivement, elle a typiquement le jeu de terre battue. Elle maîtrise très bien la glisse. Son revers slicé est bon et est très gênant. Elle a ce gros kick extérieur où elle va faire un coup droit derrière. C'est sûr que sur des surfaces plus rapides, où elle va jouer des joueuses qui vont la prendre en cadence, est-ce qu'elle aura le temps d'armer sa boucle? On verra. Mais en tout cas, sur terre battue, on peut rêver, tous les espoirs sont permis. Ma deuxième question, Georges, c'est que j'ai souvent posé la question, on avait un tennis féminin qui était quand même en grande difficulté. Caroline Garcia arrête, Alizé Cornet a arrêté, bon, on reprend, mais plus pour le plaisir, je pense, que pour vraiment un classement. On n'a plus vraiment beaucoup de joueuses dans le top 100. Et quand j'ai posé la question à différents responsables au cours des dernières années, on m'a dit, il y a malheureusement le tennis féminin, il n'y a pas beaucoup de réservoirs, il n'y a pas beaucoup de joueuses qui arrivent, malheureusement peu d'espoir parce qu'il n'y a pas beaucoup de jeunes qui jouent bien. Pourquoi on n'a pas parlé de Loïs Boisson dans les espoirs alors qu'elle a l'air d'avoir un potentiel énorme et ça fait des années qu'on nous dit qu'il n'y a personne, il n'y a pas de jeunes chez les filles. Moi, j'ai toujours parlé de Loïs Boisson. Loïs Boisson
elle a sa structure à elle, indépendante, dans laquelle elle fonctionne très bien. Elle est venue un petit peu sur l'invitation d'Eric Vinograssi passer du temps avec elle. Moi, je vais être très honnête. Nous, ce qu'on lui proposait, qui était un groupe, ça ne lui convenait pas, parce que je pense que c'est une individualiste, c'est une perfectionniste. Mais pour les spécialistes un petit peu comme moi, ça fait 3-4 ans que je parle d'elle plutôt en bien. Hein. Elle est passée en dessous des radars. Il y a aussi le fait qu'elle a été beaucoup blessée, cette jeune fille. Elle a été souvent blessée, donc elle a eu, je dirais, depuis l'âge de 17-18 ans, une carrière un peu par intermittence. Il y a 2 ans, rappelez-vous, elle a gagné, je crois, 26 matchs de suite. Elle arrive à l'Open Clarence. Et moi, je dis, attention, Loïs à Roland, ça va être exceptionnel. Malheureusement, elle a eu cette blessure grave. Grâce à son opiniâtreté, son sérieux, sa volonté, regardez comment elle est revenue. J'ai eu une toute petite alerte contre Jacquemot à un moment donné. Oui, au genou, j'en ai eu un peu peur. Mais effectivement, ça a l'air d'aller. J'ai envie de dire, maintenant, elle est sur la voie royale. Elle a un bon staff, elle a un bon entraîneur que je connais. Florence est un très bon coach. J'ai envie de dire, il faut la laisser digérer, se régaler, continuer à évoluer, mais elle est un petit peu l'arbre qui cache la forêt du tennis féminin pour l'instant. Mais c'est bien qu'on ait des individualités comme ça qui sortent pas forcément d'un moule fédéral. Ouais, ça change. En tout cas, c'est une sacrée belle découverte surtout, dans ce Roland. Je pense que ça va faire beaucoup de bien à joueuses comme Diane Parry, à Clara Burel. Parce que Diane Parry sur terre battue, on parlait de jeu, elle a tout à fait les qualités pour être performante sur terre battue, sur toutes les surfaces, mais encore plus sur terre battue. Elle l'a déjà je pense que ça va rebooster un petit peu tout le monde. Ça va donner des envies à d'autres en disant, bah voilà, elle arrive, c'est son premier, elle est en quart de finale. Elsa Jacquemot, qui était minimum, qui était minimum, qui était elle dit qu'elle y allait pour gagner la battre. Alors ça aussi, on peut y revenir. Le calme, l'ambition. Oui, mais je suis pas sûr que, voilà, évidemment, il faut qu'elle le pense. Elle le croit. Je ne suis pas sûr que c'était une très bonne idée d'en parler comme ça. Personne ne va lui reprocher de dire maintenant je vais aller au bout. Même. Non, mais c'est bien aussi de pouvoir rester tranquille à côté en disant, bah voilà, moi je continue à faire ce que je vais faire. Évidemment, je vais faire mon match. Peu importe, on va dire c'est langue de bois, peu importe. Mais rester dans son tournoi, faire des choses simples et d'un coup ne pas attirer l'attention. On va dire, ah bah tiens, elle peut gagner Roland, elle l'a dit, elle va gagner. Là, l'attention, ça va être complètement différent. Et puis j'attends de voir aussi la programmation d'Amélie. Quand est-ce que va jouer Loïs Boisson? Et s'il vous plaît, si vous avez des places pour le quart de finale, soyez sur le court à l'entrée des joueuses. Ça serait vraiment bien que le court soit plein, qu'elles soient encouragées dès le début. Elles le méritent vraiment. Des présidentielles et des loges? Bah ouais. Même pas que. Hier, franchement, elle a commencé de recours à moitié vide. Il y aura du monde. Il y aura du monde pour un quart de finale. J'attends vraiment de voir quelle va être la programmation parce que c'est pas simple. Il y a un gros débat autour de la night session. Toto sera là, hein. J'emmène Toto, il va venir la voir jouer. Georges Ilek. Moi j'ai une dernière question pour toi, Georges. Tu les as appelés comment tes GOAT? C'est Novak et Serena ou c'est quoi? Exactement. Alors pour terminer, je vais juste dire, elle a battu Mertens, elle a battu Pegula hier, et franchement, Andreeva, ça joue très bien au tennis, mais c'est une filière qui va bien à Loïs. À son Pourquoi? tennis. Parce qu'elle n'a pas une balle très lourde, elle va avoir du temps pour organiser son jeu, et à mon avis, elle va lui faire mal. Voilà. Eh ben on y croit. Merci Georges en tout cas d'être venu nous rendre visite dans Retour Gagnant avec tes biquettes, avec le GOAT, qui qu'il soit. On va pas rentrer dans le débat, en tout cas on se retrouve. J'ai vu Roger là il me semble, non? Et merci pour ce magnifique cadre, hein. On s'est régalé et pour tes analyses évidemment. À très vite dans Retour Gagnant, Georges. Ciao. Bertrand, tu voulais ajouter un dernier petit mot sur Loïs Boisson? Pourquoi faut-il être présent dès le début? Parce que Mira Andreeva, alors il y a le jeu dont vient de parler Georges, mais Mira Andreeva c'est une très jeune joueuse. Je pense qu'elle a, voilà, elle est déjà très forte, mais elle est jeune et face à un public très chaud qui serait vraiment à fond derrière Loïs, ça peut, à mon avis, jouer un rôle important. Elle peut peut-être... elle n'a pas encore cette expérience de joueuses qui peuvent gérer ça facilement, d'avoir un public contre. Je pense que ça peut être un facteur en plus du jeu, à mon avis, qui est, par rapport à une Swiatek par exemple, évidemment qu'elle va avoir plus de chances. Donc pour que Loïs mette toutes les chances de son côté d'aller encore plus loin, d'aller dans le dernier carré, ce qui serait fabuleux, ben voilà, soyez présents, encouragez-la.
de façon un peu chauvine même, pour que peut-être Mirandreva en face, je perde un peu le fil. C'est vrai que sur la fin du match de Pegula, le public était là et ça a compté parce qu'il fallait conclure et elle l'a fait parfaitement. On veut une ambiance de Coupe Davis, Paraguay-France, voilà. 85. Le rendez-vous est donné On aura du mal sur le Châtrier. Sur le 14, pourquoi pas? Peut-être. C'est la surprise donc dans le tableau féminin. Chez les garçons, les favoris sont plutôt au rendez-vous. Sinner, Alcaraz, Zverev, Djokovic aussi. Il y a une surprise quand même, c'est Alexander Bublik qui nous a fait plaisir en battant quand même 2 top 10 dans ce Roland-Garros. D'abord Dominor après avoir été mené 2-7 à rien et puis évidemment Jack Draper en 8e de finale. C'est pas sa surface de prédilection, on l'attendait quand même pas forcément à ce niveau-là. C'est son premier quart en Grand Chelem, toutes surfaces confondues. C'est vrai que Bublik en quart de finale dans Grand Chelem, on s'attendait plus à Wimbledon, voire un US Open plutôt que Roland Garros. Moi j'ai été très impressionné par l'enchaînement de ses victoires, non seulement celle face à Dominor, être mené 2-7-0 face à Dominor, l'emporter en 5-7. 2-2. Il prend 6-2, 6-2, il gagne en 5-7 et enchaîner sur une victoire face à Draper. Enfin, enchaîner un peu plus tard dans le tournoi. Très honnêtement, je suis extrêmement surpris. C'est pas en plus un joueur que j'aime particulièrement, de par ses déclarations, de par la manière dont il peut parfois se comporter. Mais là, il nous a enchanté de par son tennis et puis les émotions. Là, on n'est plus du tout sur ces déclarations. Oui, je joue au tennis pour l'argent. Quand on voit sa manière de s'exprimer, sa manière de réagir et la manière dont le public l'a soutenu, on est complètement sur l'émotion à l'état pur, ce que ça peut procurer à des joueurs de se qualifier en quart de finale. Là, il y avait tout. Il y avait la manière, il y avait les émotions. Donc, un grand coup de chapeau quand même à Bublik. Je crois que justement, c'est ça qui est en train de changer chez lui. Il y a une espèce de Bublik mania en ce moment. À Rome, c'est incroyable. À Rome, il a été soutenu au moins autant que les joueurs italiens, voire plus. Je sais qu'il y a une passerelle qui va des joueurs jusqu'au cours. Et quand il passait à la passerelle, il y a en dessous, il y avait comme des ultras de foot quasiment, quoi. Il s'arrête, il est incroyablement soutenu à Rome. Donc je pense qu'il est en train de réaliser quelque chose, que peut-être qu'il ratait des choses jusqu'à maintenant en faisant un peu n'importe quoi dans des matchs ou comme l'a dit Nico, avec un comportement comme ça, des déclarations qui peuvent être un peu désagréables. Je crois qu'il a compris que finalement en jouant à la fois son tennis mais aussi un peu sérieusement, il peut avoir un public derrière lui et il peut finalement faire de grandes choses. Il se prend au jeu. Il se prend au jeu et c'était important. Là, il fait 2 résultats extraordinaires. Battre Dominor en 5-7 en étant mené 2-0 et Draper dans la forme où il est en ce moment, qui venait de mettre une tôle à Fonseca. Moi, je le voyais Draper loin. Il était à rouleau compresseur. Alors évidemment, le jeu de public, forcément, c'est un jeu particulier. Mais ça fait du bien, ça. Oui, ça fait du bien. Il n'y a pas beaucoup d'échanges. Moi, ça me rappelle un peu Henri Lecomte sur terre battue. C'était ça aussi. C'était service volé, c'était des coups incroyables, des demi-volés. Et là, public. Moi, ce que j'ai trouvé fantastique hier, c'est l'émotion. Avant l'interview, l'émotion. Il est au bord des larmes quand même. On voit sa femme, elle est au bord des larmes aussi. Enfin, c'est quelque chose il n'a pas connu avant en fait dans le tennis. Et maintenant, au-delà du plaisir du jeu, il y a ça aussi. Il y a ce plaisir d'avoir un public qui se régale. Et en plus des victoires. Donc c'est comme Kyrgios quand il a fait finale au Wimbledon. Je crois que ces joueurs-là qui se ressemblent, pour moi, j'ai toujours appelé le Kyrgios de l'Est. Je pense que ces joueurs-là découvrent aussi que par la victoire, donc un peu plus de sérieux par la victoire, c'est là qu'on obtient les plus grands plaisirs. Oui, et puis l'émotion elle est là aussi parce qu'on se dit, il a un peu cette image de surdoué paresseux. Bublik, vu le talent qu'il a, c'est pas illogique de le voir en quart de majeur. C'est ça qui est aussi désagréable, c'est que c'est l'image qu'il veut laisser paraître, mais il s'entraîne beaucoup. C'est un joueur qui s'entraîne, qui est sérieux, qui est rigoureux, et qui parfois, c'est pour ça que moi j'avais beaucoup de mal avec ça, c'est que parfois il pouvait laisser paraître qu'il y avait un détachement, qui jouait que pour l'argent, qu'il aimait pas le jeu, etc. Alors que c'est un joueur qui s'entraîne énormément. Là aujourd'hui, il a enchanté le public parisien et moi j'ai pris énormément de plaisir à le voir évoluer parce qu'il produit quelque chose de différent et là il assume le fait d'avoir envie d'être là, de gagner, de vivre ces émotions-là, de les partager avec le public et je trouve que c'est fantastique. Il y a 2-3 ans, je l'avais interviewé à Monte-Carlo, il avait eu une victoire à Monte-Carlo assez surprenante, je ne sais plus qui l'avait battu, mais un bon joueur. Et dans l'interview, il avait fait ce côté désagréable que décrit Nico, c'est-à-dire que je lui avais dit, alors est-ce que tu vas te prendre un peu maintenant au jeu de la terre battue, est-ce que tu vas apprécier cette surface? Il me dit non, pourquoi? Je dis parce que en ayant des victoires, il me dit non, j'aime toujours pas la terre battue, etc. Et puis après je lui ai dit du coup est-ce que tu vas jouer? Et il me dit, je vais jouer dans un endroit sympa, là où il y a la mer, faut que je regarde, mais peut-être Rome, Barcelone, parce qu'il y a la plage, des trucs comme ça. Donc c'était pas sérieux du tout. Il y a eu le Challenger de Turin quand même qui va gagner au mois de mai sur terre battue. Ça a peut-être eu un déclic où il s'est dit,
dans les moments où il est mené, comme face à Dominor, je suis capable de très bien jouer. Et par contre, ce qui est marrant, finalement, des joueurs qui sont comme ça, finalement, qui se mettent peut-être pas beaucoup de pression, ce qui est marrant, c'est qu'il atteigne son premier quart sur sa surface la moins forte. Et finalement, c'est assez logique, je trouve, quelque part. J'entends par logique le fait que ça colle au personnage. Ben oui, parce que peut-être que finalement, sur le gazon, il se dit j'ai plus de chance et il se met un peu plus de pression. Là, je pense qu'il a joué avec zéro pression et il a battu des gars quand même qui sont très très forts. Bon, là, ça va peut-être s'arrêter parce que ça va devenir peut-être ce qu'il y a de plus fort. Et puis il va jouer sur le central aussi. Oui, mais ça va être pour lui quand même des conditions complètement différentes. Ça va pas l'avantager. Et ça va être une petite différence de personnalité entre les deux adversaires. Ce sera le feu et la glace face à Yannick Sinner, le numéro 1 mondial, de l'Est, qui déroule dans ce Roland-Garros où donc les autres favoris sont au rendez-vous. Si vous avez déjà joué Draper à Adélaïde, je ne sais pas si c'est cette année ou une autre année, mais c'est sur YouTube, je pense. Regardez le jeu, il y a un jeu qu'il a fait contre Draper qui est absolument phénoménal et il termine par un service volé avec le manche gagnante pour finir le jeu. Et ils se sont tapés dans la main à la fin. Ça me dit quelque chose cette image. C'est pour ça qu'on l'aime public, même si toi tu l'aimes pas trop, Nico. Non, mais quand il est comme ça, non, mais quand il est comme ça, j'aime beaucoup. J'adore le tennis proposé. Ce que j'aime pas, c'est les excès, le côté négatif que j'aime pas trop chez lui. Tout comme Kyrgios, j'aime pas ses côtés négatifs. En revanche, quand ils sont tous les deux dans bonne disposition sur le terrain, ça fait beaucoup de bien au tennis. Boisson publique, les vainqueurs de Roland-Garros 2025 peut-être. Les surprises de Roland-Garros 2025. C'est les surprises en tout cas déjà. Et ils nous ont fait plaisir. Ça continue, ça joue. Nico, il va retourner à Roland-Garros. On enchaîne et on se retrouve mardi prochain dans Retour Gagnant pour débriefer justement ce Roland-Garros ensemble. La victoire et la victoire peut-être d'Alcaraz. Je suis pas sûr. Suspense. En tout cas, on en parlera dans Retour Gagnant mardi. Merci à Seb Petit, merci à Florian Caloise en régie, merci à Georges d'avoir été avec nous, Nico, Bertrand, et à mardi prochain pour un nouveau Retour Gagnant.